Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on continue notre série sur les impacts du réchauffement climatique et on va s'intéresser à la question des migrations. Forcés à migrer à cause du dérèglement climatique, les réfugiés de l'environnement sont désormais bien une réalité. Ils sont définis ainsi. Ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d'une rupture environnementale, d'origine naturelle ou humaine, qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie. Épisodes caniculaires, sécheresse, mais aussi fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices. Le dérèglement climatique change déjà la vie quotidienne de millions de citoyens. Dans l'océan Pacifique, les îles Salomon ont déjà commencé à disparaître. Non loin de là, les îles Fidji sont elles aussi très vulnérables. Plusieurs villages, inhabitables à cause de la montée des eaux, ont été reconstruits plus loin des côtes. D'après l'ONU, aujourd'hui, une personne migre chaque seconde pour des raisons climatiques. Dans cet épisode, on va voir comment les conséquences du réchauffement climatique forcent déjà et vont continuer à forcer des millions de personnes à se déplacer. Et on s'interrogera sur la notion de réfugiés climatiques. Pour discuter de toutes ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, climatologue, et Sylvestre Huet, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et nous aurons la chance d'être rejoints en deuxième partie d'épisode par François Gémen, qui est spécialiste des questions de migration, de changement climatique et de questions géopolitiques. Mais pour commencer, je me tourne vers toi Gilles. Dans un épisode récent, on a décrit la longue histoire des migrations climatiques. Alors dans la plus courte histoire humaine, il y a tout de même une très longue histoire des migrations et des migrations en lien avec le climat et l'environnement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre migration, climat et facteurs environnementaux ? Oui, il faut imaginer que nos ancêtres, par exemple les grands singes, étaient complètement inféodés à la forêt et à la forêt tropicale en particulier pour une raison simple, c'est qu'il leur fallait de la nourriture toute l'année. Et du coup, en modélisation, mais aussi nos collègues paléontologues cherchent et trouvent des os, des fossiles dans ces régions-là. Et on peut effectivement montrer qu'il y a une très bonne corrélation entre les niches disponibles, c'est-à-dire les forêts tropicales, et la colonisation de la Terre. Un bon exemple est le fait que les premiers grands singes apparaissent en Europe lors d'une phase chaude où justement l'Europe était couverte de forêts tropicales. Donc tout ça est très clair et il y a un lien causal entre le type de végétation et la capacité de conquérir un espace. Ensuite, l'homme s'est largement débarrassé des contraintes climatiques au sens où il a été capable de survivre dans des endroits beaucoup plus difficiles. Et donc à partir du moment où l'homme a pu s'affranchir de ces contraintes et s'adapter à différents types de milieux et de climats, c'est à ce moment-là qu'il a pu migrer, se disperser sur l'ensemble du globe. On fait la version extrêmement accélérée là évidemment, mais qu'est-ce qui se passe en gros ? Alors la dernière grande dispersion, elle remonte au dernier cycle glaciaire-interglaciaire, c'est-à-dire les 130 000 dernières années. Et là, à partir de leur berceau africain, les Homo sapiens se sont dispersés. Effectivement, relativement rapidement, ils passent de l'Afrique à l'Asie au début de l'interglaciaire, ou vers la fin même de l'interglaciaire, dans une période située entre 130 000 et 90 000 ans. Il y a sûrement eu plusieurs phases. Et puis après, ça va relativement vite. Ils passent par l'Asie centrale, ils arrivent même jusqu'à l'Australie. Le dernier verrou qui va bloquer, c'est l'Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, l'Amérique du Nord était couverte par une calotte de glace, et donc on ne pouvait pas passer facilement d'Europe à l'Amérique du Nord. Mais à partir de 20 000 ans, on trouve des fossiles en Amérique du Nord, et donc l'intégralité de la planète est conquise en fait par les Homo sapiens en quelques dizaines de milliers d'années. Alors une autre étape, c'est la sédentarisation. C'est le fait que au milieu de notre ère interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, il y a à peu près 5000 ans, en Mésopotamie, mais peut-être ailleurs encore avant, des premiers villages, des premiers démarrages de l'agriculture, de la déforestation ont lieu. Et là commence une économie complètement différente et on passe d'une population très mobile de chasseurs-cueilleurs à une population sédentaire qui va commencer à s'installer, bâtir des villes, villages d'abord, puis des villes. Donc il faut bien comprendre que la différence entre nos grands singes, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'Homo sapiens, c'est que justement l'Homo sapiens était capable de s'adapter à tous les milieux. D'accord, mais tout ça c'était quand même il y a très longtemps, alors ça nous donne une bonne perspective historique, mais aujourd'hui les migrations s'envisagent dans des termes un peu différents. La migration telle qu'on l'envisage aujourd'hui, c'est-à-dire le déplacement de populations sur une planète qui est déjà extrêmement peuplée, est très différente de la migration et de la conquête de nos ancêtres, des populations de chasseurs-cueilleurs, et en particulier de la dernière d'entre elles, celle de la conquête de la quasi-totalité des continents par les Homo sapiens. Dans ce cas-là, ce dernier cas, nos ancêtres avançaient et conquéraient de nouveaux espaces, de nouvelles niches écologiques, tandis qu'aujourd'hui, on se trouve dans un contexte de changement très rapide,
suscité par l'homme lui-même ou pour différentes raisons, il va être contraint à migrer dans des zones qui sont déjà peuplées. Donc ces migrations peuvent être causées par des raisons environnementales, mais pas seulement. Disons que les véritables moteurs de la migration aujourd'hui sont liés à 2 causes importantes qui ne sont pas du tout celles des populations d'il y a 5000 ans. C'est premièrement l'empreinte que provoque la démographie humaine, c'est-à-dire il faut savoir que par exemple c'est à peu près vers 1800 qu'on est arrivé au premier milliard d'hommes. Ensuite, au milieu du XXe siècle, on est arrivé à peu près à 2,5 milliards d'hommes et on pense qu'en 2050, à peu près, on aura environ 9 milliards d'hommes. Donc il y a une croissance exponentielle de la démographie humaine. Ceci étant dit, il y a un autre point, c'est le fait que les hommes ont très rapidement appris à utiliser l'énergie qui leur était disponible et qui était éminemment disponible sous forme de charbon, de gaz, de pétrole. Et là, il y a une excessive disparité entre les populations, avec à une extrémité du spectre, le Qatar, les États-Unis et puis une partie des pays européens et d'autres pays aussi, et à l'autre extrémité du spectre, des pays comme l'Érythrée, l'Éthiopie, où finalement on a un facteur presque de l'ordre de 50 à 100, enfin ça dépend quel extrême on prend, en consommation d'énergie par habitant. Et donc de ce point de vue-là, il y a eu une croissance énergétique extrêmement inégalitaire. Et cet usage de l'énergie très inégalitaire, c'est aussi donc ce qui a contribué au réchauffement climatique, qui lui aussi est très inégalitaire puisqu'il ne va pas impacter l'ensemble des régions et des populations de la même façon. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement des impacts du réchauffement climatique qui vont forcer certaines populations à migrer ? Alors là-dessus, François Gémen va intervenir, mais on peut dire quelques mots quand même. Il y a des facteurs cumulatifs qui vont doucement monter, comme la remontée du niveau marin, mais qui est vraiment un phénomène important. Et puis il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus dans l'extrême, c'est-à-dire des vagues de sécheresse, des inondations répétitives, périodes de cyclones plus importants, plus intenses peut-être parfois plus fréquents. Et donc tous ces éléments-là, à différentes échelles de temps, vont conduire à des migrations. Alors il y a des choses qui sont déjà en cours, par exemple, il y a un certain nombre d'événements extrêmes qui sont vraiment liés au changement climatique, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a toute une gamme de problèmes qui sont liés à jusqu'où on peut monter la température du thermostat terrestre, et un rapport entier du GIEC, sur lequel il y aura un épisode particulier, montre toute la différence qu'on peut avoir entre 1,5 et 2 degrés. Donc pour les impacts du réchauffement climatique sur les migrations, ça fait vraiment une différence selon qu'on arrive à le limiter à 1,5 ou 2 degrés ? Cette différence se traduit en fait par la submersion ou non de petites îles ou de territoires importants comme en Asie du Sud-Est. Et c'est à cause en fait de cette question-là que le rapport du GIEC a été demandé et documenté pour se rendre compte de jusqu'à quel point on perdait du territoire. Alors, il y a des territoires qui vont perdre complètement, c'est-à-dire les petites îles qui seront submergées, et puis il y a des endroits qui perdront du territoire, et des endroits où des populations seront touchées au sens où la densité sera telle que même si peu de surface est en jeu, beaucoup de populations sera amenée à migrer. Alors justement, ces populations qui vont être forcées à migrer à cause du réchauffement climatique, je me tourne vers toi Sylvestre, de combien de personnes on parle ? Est-ce que tu peux au moins nous donner un ordre de grandeur ? Alors l'ordre de grandeur retenu par la plupart des estimations, c'est entre 150 et 200 millions de personnes affectées par les perturbations climatiques et qui seraient déplacées de manière forcée d'ici environ aussi la moitié du siècle. C'est un chiffre tout à fait impressionnant parce qu'il correspondrait à une multiplication par 10 de la totalité actuelle des populations considérées comme des réfugiés ou des déplacés internes ou externes au pays d'origine. On peut aussi le mettre en perspective en disant que ça voudrait dire qu'une personne sur 45 dans le monde aura été déplacée par le changement climatique. Alors cet ordre de grandeur, évidemment, il dépend de l'ampleur du changement climatique tout au cours du siècle, donc il peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des politiques climatiques qui seront conduites, mais ce qui est tout à fait clair, c'est que ça fait partie des risques majeurs du changement climatique, bien identifiés et dont les causes sont assez variées. Et Gilles nous en a déjà un peu parlé, mais pour qu'on se représente bien les choses, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces causes qui forcent des populations à migrer ? Alors je vais prendre 3 petits exemples qui montrent la diversité des causes des déplacements forcés des personnes et aussi qui donnent une idée de l'ampleur des problèmes. Prenons un exemple qui s'est déjà produit. L'ouragan Katrina
quand il s'est abattu sur la côte méridionale des États-Unis en août 2005. Il a occasionné le déplacement, certes temporaire, mais de plus de 1 million de personnes. Et si on y ajoute l'ouragan Rita qui est intervenu en septembre de la même année dans le golfe du Mexique, on arrive à 2 millions de personnes sans abri temporaire. Et comme il y a eu des destructions, une partie de ces 2 millions de personnes n'ont pas pu revenir dans leur lieu d'habitation d'origine. Donc on voit que 2 ouragans peuvent, en un laps de temps très court, mettre sur les routes un nombre vraiment considérable de personnes. Prenons un deuxième exemple qui est le Sahel, cette région au sud du Sahara. Aujourd'hui, on y enregistre des mouvements de population forcés en raison des conflits militaires, des conflits liés au djihadisme, et qui rentrent en synergie avec les difficultés à vivre, tout simplement souvent à s'alimenter, dues à des agricultures qui sont à peine au niveau de la survie des populations. Et on voit bien que dans cette région du monde, la synergie entre des causes sociopolitiques, des conflits de toutes sortes et les coups durs du climat sont susceptibles d'envoyer loin de chez eux, et souvent pour des périodes qui peuvent être très longues ou voire définitives, des millions de personnes. Prenons un dernier exemple. Les prévisions sur la hausse du niveau marin dans le delta du Nil aboutissent à ce chiffre avec seulement 1 mètre d'élévation du niveau marin, ce qui est une possibilité pour la fin du siècle. On compterait au moins 6 millions de personnes obligées de quitter leur lieu d'habitation et de travail, et l'inondation de plus de 4500 km² de terres agricoles. On voit avec ces 3 exemples que les migrations forcées par le changement climatique et par d'autres problématiques vont constituer probablement l'un des risques géopolitiques majeurs du siècle, et pas seulement des crises humanitaires qui relèveraient de gestion immédiate pour sauver des gens, tout simplement, sauver des vies, mais probablement vont provoquer des conflits de moyen et long terme entre des États qui verront le problème soit avec des déplacements internes, soit des déplacements aux frontières qui risquent de déstabiliser les relations internationales. Et justement, l'impact de ces migrations au niveau des États, mais aussi au niveau des différentes régions du monde, voire au niveau international, ainsi que leurs conséquences géopolitiques, on en parle dans un instant avec notre invité, François Gemene. François Gemene, bonjour, bienvenue dans le Climat en question, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît depuis longtemps, j'ai eu la chance d'être ton élève pendant mes études de master il y a une dizaine d'années, et tu es donc professeur à Sciences Po ainsi qu'à l'Université de Liège, spécialiste des questions de migration et de changement climatique, et tu as récemment publié « On a tous un ami noir pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations » aux éditions Fayard. Alors on a commencé avec Sylvestre et Gilles à décrire les migrations qui pourraient être engendrées par le réchauffement climatique, mais je voudrais revenir sur un point en particulier, qui est qu'en fait la plupart de ces migrations et des migrations en général, on se les représente souvent comme des migrations très lointaines, avec des gens qui viendraient de pays très éloignés après avoir traversé des mers et des frontières, alors qu'en fait la plupart des migrations sont plutôt locales et ont lieu au sein d'un même pays, voire d'une même région. Alors je voudrais que tu reviennes un peu sur ce point, que tu nous expliques bien comment on devrait se représenter ces migrations et que tu nous dises aussi dans quelle région du monde on peut s'attendre à avoir le plus de migrations liées au réchauffement climatique. Bien sûr, je crois que c'est très important de souligner la déconnexion qu'il y a entre les réalités empiriques de ces migrations et la construction politique qui en est faite dans le débat public. Et c'est vrai que dans le débat public, ces migrations sont toujours décrites comme des flux massifs de personnes qui quitteraient l'Afrique pour aller vers l'Europe ou qui quitteraient l'Amérique centrale pour aller vers l'Amérique du Nord. Et donc on fait en quelque sorte flotter une sorte de spectre de crise migratoire à venir, et je pense que c'est très dangereux parce que c'est ça qui va conforter un peu une sorte de rhétorique d'extrême droite, une rhétorique xénophobe qui, je pense, peut très gravement porter préjudice aux migrants, aux réfugiés qui existent déjà aujourd'hui. Et puis surtout, c'est une rhétorique qui nous distrait un peu de la réalité. Et la réalité, comme tu le disais, c'est que
l'essentiel de ces migrations ont lieu au niveau national ou même au niveau régional. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, y compris quand on parle des migrations en provenance d'Afrique. C'est pas spécialement uniquement le cas pour les migrations liées au climat, mais c'est vrai des migrations en général. Quand on regarde les migrations en général, aujourd'hui la toute grande majorité des migrations internationales en provenance d'Afrique subsaharienne, elles sont dirigées vers un autre pays d'Afrique subsaharienne. Et donc vraiment c'est très très important, je crois, de garder en tête que la migration intercontinentale est vraiment une exception plutôt que la règle. Alors, pour ce qui est des migrations spécifiquement liées aux impacts du changement climatique, très clairement, les deux régions du monde les plus concernées vont être l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est.